L'air de l'apogée n'était pas simplement climatisé. Il était orchestré. Il sentait l'argent ancien, les coquilles Saint-Jacques saisies et une note florale subtile, presque imperceptible, qui avait probablement son propre brevet. Des lustres, semblables à des cascades de cristal gelé, pendaient du plafond voûté, leur lumière se reflétant sur l'argenterie polie et les visages expectatifs de l'élite parisienne. C'était un lieu où les accords se scellaient d'une poignée de main autour d'une bouteille de Château Pétrus à 5 000 € et où la valeur d'une personne se jugeait à la coupe de son costume et au nom sur sa réservation. Ce soir-là, la réservation la plus importante appartenait à Gaspard Crépin. De l'extérieur, Gaspard était le fils prodige de la ville. À 36 ans, il était le fondateur et PDG de Crépin Capital, une société de capital investissement si agressive et si prospère qu'on en parlait au même titre que les légendes de la bourse. Il avait une mâchoire qui semblait taillée dans le granit, des yeux de la couleur d'une mer d'orage et une réputation d'être absolument impitoyable. Il n'avait pas seulement gravi l'échelle du succès. Il avait construit la sienne, retiré les barreaux sous les pieds de ses concurrents, puis mis le feu à l'ancienne échelle. Mais ce soir, le fils prodige était terni par une épaisse couche de stress. Assis en face de lui se trouvaient deux hommes de Nakamura Corporation, le géant technologique basé à Tokyo, M. Saito et M. Kenji. Cet accord, l'acquisition d'une entreprise de logistique révolutionnaire basée sur l'IA, était le joyau de la carrière de Gaspard. Il l'élèverait du statut de simple milliardaire à celui de faiseur de rois, un véritable titan. Mais les choses traînaient en longueur. Les dirigeants japonais étaient prudents, leurs questions précises, leurs visages impassibles. Chaque sourire ressemblait à un refus poli. À côté de Gaspard, son jeune cadre, Adrien, tripotait sa cravate, le visage pâle d'anxiété. L'avocat de Gaspard, un homme stoïque nommé Maître Laurent, observait simplement, son expression un masque soigné de neutralité. Gaspard sentait l'affaire lui glisser entre les doigts comme du sable fin, et la pression montait dans sa poitrine, un poids physique qui donnait au col amidonné de sa chemise la sensation d'un nœud coulant. Il fit signe pour une autre bouteille de vin, son geste vif et impatient. Ce fut Rose Muller qui vit le signal. Rose travaillait à l'apogée depuis 6 mois. Pour elle, le restaurant n'était pas un symbole de succès. C'était un théâtre de survie. Chaque service était une marche sur la corde raide, un équilibre entre des plateaux lourds, la mémorisation de commandes complexes et le maintien d'un état d'invisibilité souriante perpétuelle. Elle était une experte pour se fondre dans le décor, un fantôme silencieux qui remplissait les verres d'eau et débarrassait les assiettes sans jamais attirer un regard. Elle avait 28 ans, bien que les longues heures et l'inquiétude constante pour le loyer de son minuscule appartement dans le 19e arrondissement aient gravé de fines lignes de fatigue autour de ses yeux. Elle était venue à Paris avec des rêves de devenir graphiste, mais la ville avait une façon de broyer les rêves en poussière, vous forçant à prendre n'importe quel travail qui payait les factures. Sa vie était à des années-lumière de celle que Gaspard Crépin habitait. Elle le savait parce que, comme tout le monde dans le monde financier, elle savait qui il était. Son visage était placardé sur les couvertures de magazines. Son histoire de réussite, un mythe moderne. Un garçon du mauvais côté de la barrière qui s'était refait roi. Le voir en personne était surréaliste. Il était plus intense, plus magnétique, et dégageait une énergie froide et dangereuse qui lui hérissait les poils sur les bras. Elle s'approcha de la table avec la grâce exercée d'une serveuse expérimentée. Le vin était un domaine de la Romanée Conti 2005, une bouteille si chère qu'elle était terrifiée à l'idée même de la tenir. « Monsieur Crépin », dit-elle, sa voix un doux murmure alors qu'elle présentait la bouteille. Il ne la regarda même pas. Il grogna un son de dédain et fit un geste impatient vers les verres. Adrien tressaillit. Les cadres japonais restèrent parfaitement immobiles. Les mains de Rose étaient stables alors qu'elle commençait à verser. Elle avait accompli ce rituel 1 millier de fois. L'angle précis, la légère inclinaison, la petite torsion de la bouteille pour éviter une goutte. Elle versa pour M. Saito, puis pour M. Kenji. Puis elle se déplaça vers Gaspard, et c'est là que tout bascula. Un commis de salle, se dépêchant avec un lourd plateau de vaisselle sale, trébucha. Son plateau heurta le coude de Rose, juste une petite tape, mais ce fut suffisant. Le goulot de la bouteille sursauta. Un jet de vin rouge foncé, valant plus que le salaire mensuel total de Rose, éclaboussa la nappe blanche immaculée et pire encore, la manche du costume Tom Ford sur mesure de Gaspard Crépin. Le silence à la table fut instantané et absolu. C'était comme si un vide avait aspiré tout le son de leur coin du restaurant. Rose se figea, son cœur martelant contre ses côtes. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, son visage se vidant de toute couleur. « Je suis tellement, tellement désolé. » Adrien avait l'air sur le point d'avoir une crise cardiaque au nom de son patron. Maître Laurent ferma les yeux une brève seconde comme en prière. Les cadres japonais, pour la première fois, montrèrent une lueur d'émotion,
Un malaise surpris. Gaspard baissa les yeux sur sa manche, sur la tache de rouge profond qui s'étalait sur le tissu gris impeccable. Il ne bougea pas pendant 5 bonnes secondes. Il se contenta de fixer la tache. Quand il releva enfin la tête, ses yeux, ses mers grises orageuses, étaient fixés sur Rose, et le calme s'était transformé en un ouragan déchaîné. « Êtes-vous une idiote finie » siffla-t-il, sa voix basse mais chargée d'un venin qui fit reculer physiquement Rose. Il ne cria pas. Pas tout de suite. C'était pire. C'était une éviscération froide et chirurgicale. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous venez de faire » continua-t-il, sa voix montant légèrement à chaque mot. « Ceci est un costume à 10 000 €. C'était une bouteille de vin à 5 000 €. Mais ce n'est que de l'argent. Ce que vous avez fait, c'est perturber une négociation de plusieurs milliards de dollars. Vous, avec votre incompétence et votre maladresse, avez jeté un froid sur toute cette soirée. » Il était maintenant debout. Le prétexte de civilité avait disparu. La pression volcanique brute qu'il avait subie toute la nuit avait trouvé une cible, une soupape de décharge, et c'était Rose. C'était un accident, balbutia-t-elle, les mains tremblantes. Le commis de salle. Ne cherchez pas d'excuses, gronda-t-il, et cette fois il criait, les têtes se tournèrent dans tout le restaurant. Le doux bourdonnement des conversations s'arrêta. Les convives suspendirent leurs fourchettes à mi-chemin de leur bouche. Je me fiche que le président de la République vous ait fait un croche-pied. Votre travail est d'être parfaite, invisible, sans faille. Vous êtes payé pour ne pas faire d'erreur, et vous avez échoué de la manière la plus spectaculaire possible. Le directeur du restaurant, un Français élégant nommé M. Dubois, se précipitait maintenant, son visage un masque d'excuses horrifiées. Monsieur Crépin, mes plus plates excuses. 1000 excuses. Permettez-nous de nous occuper de tout. Gaspard l'ignora, ses yeux toujours rivés sur Rose. Il semblait apprécier sa terreur, sans nourrir. Je veux qu'elle soit renvoyée, aboya-t-il à Dubois. Je veux qu'elle soit renvoyée, et je veux son nom pour que je puisse personnellement m'assurer qu'elle ne travaillera plus jamais dans un établissement de service dans cette ville. Une personne avec ce niveau d'inaptitude ne devrait pas être autorisée à servir de l'eau, encore moins. Il était sur sa lancée, les mots un torrent de cruauté. Rose sentit une centaine de paires d'yeux sur elle. Elle se sentit mise à nu, humiliée, sans valeur. Des larmes montèrent à ses yeux, chaudes et honteuses. Elle voulait que le sol l'avale tout entière. Elle n'était qu'une fille essayant de payer son loyer. Et cet homme, ce dieu de l'argent et du pouvoir, essayait de la briser pour le sport. Et c'est là que quelque chose en elle se cassa. La peur ne disparut pas. Mais elle fut soudainement rejointe par un sentiment différent, la colère, une colère profonde et résonnante. Qui était-il? Qui était cet homme pour se tenir dans sa tour d'ivoire et traiter un autre être humain comme de la saleté sous ses pieds? Le mythe de Gaspard Crépin, le garçon du mauvais côté de la barrière, était un mensonge. Il n'avait pas seulement laissé son passé derrière lui. Il l'avait clairement piétiné et avait oublié la sensation de la boue. Son tremblement cessa. Elle se redressa. Elle leva le menton et rencontra directement son regard furieux. Les larmes étaient toujours là, mais ce n'étaient plus des larmes de honte. C'étaient des larmes de défi. Elle prit une inspiration lente et stabilisatrice. Le restaurant entier était d'un silence de mort, attendant le coup de grâce final. Le directeur était sur le point de l'entraîner. Le visage de Gaspard était déformé par un masque de rage triomphante. Et puis Rose parla. Sa voix n'était pas forte. Ce n'était ni un cri ni un hurlement. Elle était calme, claire, et traversa la salle silencieuse avec la force d'un coup de tonnerre. Monsieur Crépin. Gaspard, elle utilisa son prénom. L'intimité de ce geste était un choc en soi. Sa fureur vacilla une microseconde, une lueur de confusion dans ses yeux. Elle soutint son regard et posa la question qui allait tout changer. « Avez-vous toujours l'autre moitié de la pièce du roi » La salle resta silencieuse, mais la qualité du silence changea. Ce n'était plus le silence d'une foule regardant un spectacle. C'était le silence d'une stupéfaction totale et profonde. La question ne signifiait rien pour personne d'autre dans la pièce. C'était une suite de mots absurdes. Mais pour Gaspard Crépin, c'était un fantôme. La rage sur son visage ne disparut pas seulement. Elle se brisa. Elle fut remplacée par une expression de choc si profond, d'incrédulité si brute et dévoilée qu'il semblait être une personne complètement différente. Le sang quitta son visage, le laissant pâle comme un spectre sous les lumières de cristal. Sa mâchoire, qui avait été crispée de colère, se détendit. Il fixa Rose, mais il ne voyait plus une serveuse maladroite. Il voyait autre chose, quelqu'un d'autre, un souvenir qu'il avait enterré il y a 20 ans sous une montagne d'ambition et de douleur. Il fit un demi-pas en arrière, un mouvement réflexe,
instinctif, comme s'il avait été physiquement frappé. Le titan de la finance, l'homme qui pouvait faire bouger les marchés d'un murmure, était rendu complètement sans voix par une serveuse discrète et une question sur une pièce de monnaie. Le silence s'étira, lourd et pesant. Monsieur Saito et Monsieur Kenji échangèrent un regard de pure confusion. La bouche d'Adrien était grande ouverte. Monsieur Dubois regardait alternativement le milliardaire et la serveuse, son esprit incapable de comprendre ce qui se passait. À cet instant, Rose Muller, la serveuse invisible, était la personne la plus puissante de la pièce. Le monde reprit lentement et douloureusement forme pour Gaspard Crépin. Les murmures étouffés des tables environnantes, le visage perplexe de son avocat, le lustre de cristal qui semblait maintenant se moquer de lui avec son éclat. Mais tout ce qu'il pouvait vraiment voir, c'était la femme qui se tenait devant lui. Rose Muller. Le nom ne signifiait rien. Son visage, cependant, était une clé ouvrant une porte dans son esprit qu'il avait muré et plâtré des décennies auparavant. Les taches de rousseur étaient plus pâles. La rondeur enfantine de ses joues avait disparu, remplacée par les angles élégants d'une femme qui avait connu les épreuves. Mais les yeux, ils étaient les mêmes. La même nuance de vert déterminé, comme de la mousse poussant sur une vieille pierre. Les yeux de Clos. Ça Clos. Sortez, dit Gaspard, sa voix un râle rauque. Ce n'était pas adressé à Rose. Il fit un geste de la main, dédaigneux et tremblant, à ses invités. La réunion est terminée. Adrien, maître Laurent, ramenez-les à leur hôtel. C'est fini pour ce soir. Adrien, sorti de sa torpeur, commença à bafouiller des excuses aux dirigeants japonais. Maître Laurent, toujours professionnel, se leva doucement. Messieurs, mes plus sincères excuses pour cette interruption. Nous reprogrammerons à votre plus proche convenance. Il lança à Gaspard un regard rempli de 1000 questions, mais le regard de Gaspard était toujours fixé sur Rose, un homme voyant un fantôme en plein jour. Monsieur Dubois, le directeur, s'avança de nouveau, se tordant les mains. Monsieur Crépin, dois-je la faire sortir? La tête de Gaspard se tourna brusquement vers lui. Touchez-la et vous gérerez un stand de hot-dog à Clignancourt, gronda-t-il, le venin revenant, mais cette fois il était protecteur. Confus. Trouvez-nous un salon privé. Maintenant. Dubois s'esquiva sans un mot de plus. Le charme était rompu et le restaurant éclata en un faible rugissement de commérage et de spéculation. Gaspard se retourna vers Rose. La colère avait disparu, remplacée par une vulnérabilité brute et déconcertante. Il avait l'air perdu. Toi, dit-il, le seul mot lourd de 2 décennies de questions non posées. Il la conduisit, non pas par le bras, mais en marchant devant elle comme si elle était un secret fragile et explosif qu'il devait contenir. On les conduisit au salon Merlot, un petit espace opulent conçu pour les dîners intimes, dominé par une unique table en acajou et des murs tapissés de bouteilles de vin derrière des grilles en fer forgé. La porte se referma avec un déclic, les enfermant dans un cocon de silence et d'histoires suffocantes. Pendant un long moment, ils restèrent là, séparés par la table polie. « Comment » demanda finalement Gaspard, sa voix à peine un murmure. « Comment es-tu ici ?»« Je travaille ici, » répondit Rose, sa voix stable maintenant. Le choc initial était passé, remplacé par un calme étrange et mélancolique. Elle avait tout misé sur cette seule phrase, et maintenant elle devait jouer la main qui lui avait été distribuée. « J'ai vu ta photo dans un magazine il y a quelque temps. J'ai lu que tu fréquentais cet endroit. J'ai postulé pour un emploi. J'espérais te voir. »« Espérais me voir » répéta-t-il, un rire amer et incrédule s'échappant de ses lèvres. « Pourquoi une aumône? Pour rappeler au grand Gaspard Crépin la fange d'où il vient? C'est ça. » Les murs se reconstruisaient, la vulnérabilité étant colmatée par sa vieille armure d'agression cynique. L'expression de Rose ne vacilla pas non. « Je suis venu pour une réponse, d'ami. » Le surnom d'enfance le frappa plus durement que la première question. Personne ne l'avait appelé comme ça depuis 20 ans. Il était Gaspard Crépin. Il était Monsieur Crépin. Il n'était pas d'ami, le gamin maigre et batailleur du Val-Sombre. Cette banlieue délabrée et oubliée que la ville essayait de faire comme si elle n'existait pas ne m'appelle pas comme ça, dit-il, la voix tendue. Pourquoi pas? Le défia-t-elle doucement. C'est qui tu es. Ou qui tu étais. Je voulais juste savoir ce qui est arrivé à ce garçon. Celui qui a promis qu'il n'oublierait jamais d'où il venait. L'accusation flotta dans l'air, nette et claire. Et avec elle, les souvenirs affluèrent. Plus un filet, mais un torrent déchaîné. Flashback, 20 ans plus tôt. Le Val-Sombre. Le monde était gris. Le béton des immeubles d'habitation en ruine était gris. Le ciel était souvent d'un gris chargé de smog, et l'avenir semblait le plus gris de tous. Mais pour Damy, 10 ans, et Clos,
8 ans, il y avait des poches de couleur. Il y avait le vert de la parcelle de mauvaises herbes envahies derrière la laverie qu'ils appelaient la jungle. Il y avait le rouge vif et chaotique du chariot de piment de Madame Alvarez au coin de la rue. Et il y avait l'or métallique de la pièce du roi. Ce n'était pas une vraie pièce. C'était un jeton d'une machine d'arcade en panne, la quête du roi. Damy l'avait trouvé coincé dans le monnayeur. Il était épais et lourd. Sur une face, il y avait une couronne estampillée. Il l'avait ramené à la maison et, à l'aide du marteau et d'un clou de son père, avait réussi à le casser nettement en deux, une ligne dentelée traversant la couronne. Il avait trouvé clos à leur endroit habituel, l'escalier de secours rouillé à l'arrière de son immeuble, surplombant un paysage de murs de briques et de verres brisés. « J'ai quelque chose », avait-il dit, sa voix pleine de l'importance solennelle d'un garçon. Il lui présenta une moitié du jeton. « C'est pour toi. » Elle prit le morceau de métal, ses petits doigts traçant le bord tranchant et cassé. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est la pièce du roi, » annonça-t-il. « Je suis le roi, et tu es la reine. Tant que nous avons chacun notre moitié, nous sommes une équipe. On va sortir d'ici, Clos. On va être riches. Pas seulement riches normaux. Si riches qu'on pourra acheter tout le pâté de maison et le transformer en parc avec un vrai château. » Les yeux verts de Rose, grands ouverts d'émerveillement, s'étaient illuminés. Un vrai château? Avec un fossé. Avec un fossé rempli de lait au chocolat, promit-il en bombant le torse. Mais il faut promettre. Ne perds jamais ta moitié. Et n'oublie jamais, jamais. Quoi qu'il arrive. Je promets, avait-elle murmuré, serrant si fort le morceau de métal que le bord dentelé s'enfonçait dans sa paume. Honneur de roi. Cette pièce devint leur symbole. C'était la preuve que leur amitié était plus forte que la pauvreté qui les entourait. C'était la promesse d'un avenir qui n'était pas gris. Présent. Le salon Merlot. La pièce du roi, murmura Gaspard, le souvenir si vif qu'il pouvait presque sentir le poids fantôme du jeton cassé dans sa poche. Il l'avait perdu il y a des années, probablement jeté avec une vieille paire de jeans quand il était parti à l'université avec une bourse, la première étape de son effacement délibéré du passé. « Tu ne m'as toujours pas répondu, » dit Rose, le ramenant du brouillard de la mémoire. « L'as-tu toujours ?»« Non, » admit-il, le mot ayant un goût d'échec. « Je l'ai perdu il y a longtemps. » Une lueur de déception traversa son visage, mais elle hocha la tête comme si elle s'y attendait. « J'ai toujours la mienne. » Elle plongea la main dans la poche de son terne tablier de travail et en sortit un petit morceau de métal terni. C'était un demi-cercle, le bord dentelé et tranchant, avec la moitié inférieure d'une couronne estampillée. Elle le posa doucement sur la table en acajou poli. Il paraissait petit et déplacé, une relique d'une civilisation oubliée. Le voir si réel et solide après tout ce temps était comme un coup de poing dans le ventre. C'était un morceau tangible du garçon qu'il avait assassiné pour devenir l'homme qu'il était. « Pourquoi, Rose ?» demanda-t-il, sa voix suppliante maintenant, toute la combativité l'ayant quitté. « Pourquoi n'as-tu jamais essayé de me contacter avant? Pourquoi un spectacle public comme celui-ci ?»« J'ai essayé, » dit-elle, et pour la première fois, une note d'amertume se glissa dans sa voix. « Je t'ai écrit des lettres quand tu as eu ta bourse pour l'université. Elles sont toutes revenues, retour à l'expéditeur. Après que tu aies gagné ton premier million, j'ai appelé ton bureau. Une assistante très polie m'a dit que M. Crépin n'acceptait pas les appels non sollicités. J'étais invisible pour toi, Gaspard. La seule façon de te faire me voir était de me mettre juste en face de toi. De rendre impossible pour toi de m'ignorer. » Elle se pencha en avant, ses yeux vers le transperçant. « Je ne suis pas venu pour ton argent. Je suis venu parce que j'ai besoin de savoir pourquoi tu es parti. Pas seulement du Val sombre, pourquoi tu m'as quitté. Un jour tu étais là, mon meilleur ami, mon roi. Le lendemain, tu avais disparu. Ta famille a déménagé au milieu de la nuit. Pas d'adieu, pas de mots, rien. Tu t'es juste volatilisé. As-tu la moindre idée de ce que ça fait à une enfant ?» La question le frappa avec la force d'une accusation parce qu'il connaissait la réponse. Il savait exactement pourquoi il était parti. Et c'était un souvenir bien plus sombre que des promesses faites sur un escalier de secours. C'était un souvenir de peur, une peur viscérale et paralysante qui avait été le véritable carburant de son ambition. Il s'affaissa dans l'une des chaises cossues, la force l'ayant quitté. Il passa une main sur son visage, l'image d'un homme totalement vaincu. C'était à cause de Finn, dit-il, le nom ayant un goût de cendre dans sa bouche. Rose tressaillit, une inspiration soudaine et brusque. François, Finn, Moretti. Le nom était un croque-mitaine de leur enfance. Un usurier et voyou local qui s'attaquait aux familles désespérées du Val sombre. Un homme au sourire glaçant et aux yeux morts.
Quoi à propos de lui? Murmura Rose. Ton père, dit Gaspard, sa voix lourde de culpabilité. Il devait de l'argent à Finn. Beaucoup d'argent. Je le savais. Je voyais la voiture de Finn garée dans ta rue. Un soir, je me dirigeais vers chez toi. J'allais grimper par l'escalier de secours. J'ai entendu des cris venant de la ruelle derrière ton immeuble. Il marqua une pause, déglutissant difficilement. Le souvenir était gravé dans son cerveau. Je les ai vus. Finn et un de ses sbires. Ils avaient poussé ton père contre le mur. Il lui faisait mal, Rose, très mal. Ton père essayait d'être courageux, mais il était terrifié. Et moi, je suis resté là, dans l'ombre. J'avais 10 ans, et j'avais si peur que je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que si je faisais un bruit, il viendrait me chercher ensuite. Des larmes coulaient maintenant silencieusement sur le visage de Rose. Elle savait que son père avait eu des ennuis, mais elle n'avait jamais connu les détails. Il l'avait toujours protégé du pire. Finn m'a vu, avoua Gaspard, le secret honteux enfin prononcé après 2 décennies. Je pense qu'il m'a vu, en tout cas. Il a jeté un regard droit vers les ombres où je me cachais. Il n'a rien dit, mais ses yeux, c'était comme s'ils me marquaient. Le lendemain, mon père est rentré de l'usine, le visage blanc comme un linge. Il nous a dit de faire nos valises. Il a dit que le Val sombre n'était plus sûr pour nous, qu'un homme l'avait prévenu de faire partir son fils de la ville, sinon il finirait comme les Muller. Nous étions partis avant le matin. Il la regarda enfin, ses propres yeux brillants de larmes de honte non versées. J'ai fui, Rose. J'étais un lâche. Je t'ai laissé là, à devoir affronter des monstres comme Finn, et j'ai fui. J'ai passé les 20 années suivantes à fuir. J'ai construit cet empire, tout ce pouvoir, tout cet argent, pour ne plus jamais, jamais avoir à me sentir aussi impuissant et effrayé. Pour que personne comme François Moretti ne puisse jamais me toucher. Et oublier le Val sombre, ça faisait partie de l'armure. C'était plus facile que de vivre avec la honte de ce que j'ai fait, ou de ce que je n'ai pas fait. La confession gisait entre eux, brute et laide. L'histoire de Gaspard Crépin n'était pas celle d'un homme parti de rien pour devenir riche. C'était l'histoire d'un garçon terrifié fuyant sa propre lâcheté. Rose essuya ses larmes du revers de la main. Elle regarda l'homme en face d'elle, non pas un titan milliardaire, mais un homme-enfant hanté. La colère qu'elle avait gardée si longtemps commença à se dissoudre, remplacée par une tristesse profonde et douloureuse pour eux deux, pour les enfants qu'ils étaient, et les adultes que le traumatisme avait façonnés. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à porter le coup de grâce final, la vraie raison pour laquelle elle l'avait cherché. « Je comprends pourquoi tu as fui, Damy, » dit-elle doucement, utilisant à nouveau le nom. Mais cette fois, c'était un acte de pitié, pas de provocation. Je comprends vraiment. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Elle se pencha en avant, sa voix tombant à un murmure conspirateur chargé d'urgence. La fuite n'est pas terminée. François Moretti sait qui tu es. Il sait où tu es. Et Gaspard, il est de retour. Si le sang de Gaspard s'était glacé auparavant, il se transforma maintenant en glace. Le nom de François Moretti, prononcé au passé, était une source de honte. Prononcé au présent, c'était une menace. Une peur profonde et primale, celle qu'il pensait avoir enterrée sous une forteresse de richesse, serpenta le long de sa colonne vertébrale. « De quoi parles-tu » demanda-t-il, sa voix tendue d'un mélange d'incrédulité et d'effroi. « Finn, c'est un voyou de quartier. Un fantôme. Comment pourrait-il faire partie de ma vie maintenant ?»« Les fantômes ont une façon de vous retrouver, » dit Rose, son expression sombre. Elle se pencha en arrière dans son fauteuil, l'histoire pesant lourdement sur elle. « Après ton départ, les choses ont empiré pour ma famille. Mon père ne s'est jamais vraiment remis. Il regardait toujours par-dessus son épaule. La dette envers Finn planait sur nous comme un linceul. Nous avons finalement réussi à déménager quelques années plus tard, mais le mal était fait. Mon père est décédé quand j'avais 19 ans. Une crise cardiaque. Les médecins ont dit que c'était le stress. L'accusation non dite, le stress causé par Finn, était assourdissante. Gaspard tressaillit comme s'il avait été frappé. C'étaient les retombées de la ruelle, les dommages collatéraux de sa lâcheté. Rose continua, sa voix acquérant une tonalité plus dure. J'ai passé des années à être en colère contre toi, contre Finn, contre le monde. Mais la colère ne paie pas le loyer. J'ai déménagé à Paris, j'ai essayé de tout recommencer. Il y a environ 1 an, je travaillais dans un autre restaurant, un endroit de milieu de gamme dans le centre, et je l'ai vu. Tu as vu Finn. Il est venu déjeuner, confirma-t-elle, un frisson la parcourant. Il avait l'air différent, plus âgé, plus corpulent.
Il portait un costume cher, avait l'air presque légitime. Il se faisait appeler Monsieur Moretti et parlait d'investissements immobiliers, mais c'était lui. Les yeux étaient les mêmes, morts, vides. Je me suis caché dans la cuisine jusqu'à ce qu'il parte. J'ai démissionné le lendemain. L'esprit de Gaspard tournait à plein régime, essayant de traiter la convergence impossible de ces deux mondes. Un investisseur immobilier. Ce n'est pas possible. Un homme comme ça ne devient pas respectable du jour au lendemain. Il ne l'est pas devenu, dit sombrement Rose. J'ai commencé à creuser. Juste en ligne, tard le soir. De vieux articles de journaux locaux, des registres publics. C'est incroyable ce qu'on peut trouver si on cherche bien. François Moretti s'est blanchi, sur le papier du moins. Il dirige une société appelée « Groupe de développement Val-Sombre ». Il rachète de vieilles propriétés en difficulté dans des quartiers comme celui où nous avons grandi, force les locataires à partir et les transforme en appartements de luxe. C'est de la prédation, mais c'est tout à fait légal, techniquement. C'est un requin qui a appris à nager dans les eaux de l'entreprise. Gaspard sentit une nausée lui monter à la gorge. Le banditisme n'avait pas cessé. Il s'était juste professionnalisé. Finn continuait de s'attaquer aux faibles, mais maintenant il le faisait avec des avocats et des failles. Juridique au lieu de points. Mais ce n'est pas le pire, dit Rose, sa voix baissant encore plus. Il y a environ 2 mois, j'ai vu un article sur ton grand contrat, celui avec Nakamura Corporation. Il mentionnait la société cible, Innovat Solutions. Et alors ? Demanda Gaspard, redoutant la réponse. L'article mentionnait les principaux actifs immobiliers d'Innovat, le terrain où ils veulent construire leur nouveau siège nord-américain. Le terrain est négocié par une filiale d'une plus grande société immobilière. Elle marqua une pause, laissant le poids du moment s'installer. Cette société est le groupe de développement Val-Sombre. La connexion frappa Gaspard avec la force d'un coup physique. Il se leva et commença à arpenter la petite pièce comme un tigre en cage. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. C'était impossible. François Moretti, le monstre de son passé, était un partenaire silencieux et invisible dans le plus grand accord de sa vie. Il sait, souffla Gaspard, la prise de conscience l'envahissant. Depuis tout ce temps, il sait qu'il est lié à mon accord. Il sait plus que ça, Gaspard, dit Rose, sa voix pleine d'urgence. Il l'utilise. C'est pour ça que j'ai dû faire ce que j'ai fait ce soir. Il ne s'agissait plus seulement d'obtenir des réponses pour moi-même. Elle plongea à nouveau la main dans la poche de son tablier, mais cette fois, elle n'en sortit pas la pièce. Elle sortit un morceau de papier bon marché plié, une impression d'un email. Mon amie Maya, une autre serveuse ici, son frère est stagiaire dans un blog à scandale, le genre qui déterre des saletés sur des gens comme toi. Il me devait une faveur. Il a intercepté ça. C'était un tuyau anonyme envoyé à son rédacteur en chef. Elle poussa le papier sur la table. Gaspard le saisit, ses mains tremblant légèrement alors qu'il lisait. Au rédacteur en chef du Canard Poissard. De la part d'un citoyen concerné. Sujet, le vrai Gaspard Crépin. Vous écrivez tous sur Gaspard Crépin comme s'il était une sorte de visionnaire, un self-made man. Vous devriez enquêter sur ses véritables origines. Demandez-lui de vous parler du Val-Sombre. Demandez-lui les liens de sa famille avec des éléments criminels locaux. Demandez-lui ce qu'il faisait la nuit où Patrick Muller s'est fait briser les jambes. Le grand Gaspard Crépin n'est pas un self-made man. Il est bâti sur des secrets et des yeux fermés. Un homme comme ça ne devrait pas diriger une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Surtout pas une avec un partenaire aussi conservateur que Nakamura Corporation continue à creuser. Il y a plus à trouver. Gaspard le lut 2 fois, puis une 3e fois, les mots se brouillant devant ses yeux. C'était une fléchette empoisonnée, savamment conçue, assez vague pour être niable, assez spécifique pour être terriblement efficace. Les jambes cassées de Patrick Muller, un détail qu'il n'avait même pas mentionné. Finn n'était pas seulement lié à l'accord. Il essayait activement de le saboter, de le faire chanter. La scène à la table du dîner prit soudain un sens parfait et horrible. Les atermoiements de Saito et Kenji, leurs questions polies mais insistantes sur son passé, son histoire familiale, le genre de vérification approfondie qui était inhabituel même pour un accord de cette taille. Nakamura Corp avait probablement reçu un tuyau anonyme similaire. Il reniflait les bords de son passé, et il sentait la fumée. « Il me fait chanter », murmura Gaspard, la réalité de sa situation s'abattant sur lui. Il ne cherche pas un paiement. Pas encore. Il me met la pression. Il me fait savoir qu'il a cette information, ce pouvoir sur moi. Il laissera l'accord se faire. Et puis, une fois que je serai plus engagé que jamais, c'est là qu'il viendra réclamer son prix. Une part de l'entreprise,
Un partenariat silencieux permanent. Il essaie de s'accrocher à moi comme un parasite. Il comprit enfin. La vengeance ultime de Finn n'était pas de l'exposer. C'était de devenir lui. D'utiliser le succès de Gaspard comme le sien, de lier leur destin pour toujours. Le voyou et le garçon qui s'était enfui. Il s'effondra à nouveau dans le fauteuil, totalement vaincu. Tout son argent, tout son pouvoir, son armée d'avocats et sa réputation impénétrable, tout cela était inutile contre un fantôme d'une ruelle sordide. Si la nouvelle s'ébruitait, vrai ou non, le conseil d'administration conservateur de Nakamura prendrait ses jambes à son cou. Le scandale briserait Crépin Capital. Il perdrait tout. Finn l'avait acculé, 20 ans plus tard. Il regarda Rose. Elle l'observait, son expression un mélange de pitié et de détermination. Elle avait risqué son emploi, affronté sa colère et enduré une humiliation publique pour lui apporter cet avertissement. Elle avait fait ce qu'il n'avait pas réussi à faire toutes ces années auparavant. Elle avait tenu tête au monstre. À cet instant, la dynamique du pouvoir dans la pièce, qui avait fluctué toute la nuit, se stabilisa dans sa forme finale. Gaspard Crépin, le milliardaire, était impuissant. Rose Muller, la serveuse, détenait la clé. Elle n'avait ni argent ni influence, mais elle avait la seule chose qui lui manquait, la vérité. Elle était la seule autre personne vivante qui connaissait toute l'histoire, qui comprenait le champ de bataille. « Que dois-je faire » demanda-t-il, la question dépouillée de toute arrogance. C'était la supplique d'un homme terrifié. Rose regarda la demi-pièce toujours posée sur la table, puis de nouveau vers lui. Une étrange lumière féroce s'alluma dans ses yeux verts. La peur avait disparu. La tristesse avait disparu. Tout ce qui restait était une détermination d'acier que Gaspard reconnut dans son propre reflet dans le miroir lors de ses négociations les plus impitoyables. « D'abord, dit-elle, sa voix résonnant d'une autorité nouvelle, tu arrêtes de fuir. » Elle tendit la main sur la table et poussa le morceau de métal terni vers lui. « Tu as passé 20 ans à essayer d'oublier le garçon du Val sombre. En ce moment, c'est le seul qui peut te sauver. Nous devons arrêter de penser comme un milliardaire et une serveuse. Il est temps de recommencer à penser comme le roi et la reine de la jungle. Nous n'allons pas le laisser gagner. Nous allons riposter. » Pour la première fois cette nuit-là, une lueur de quelque chose d'autre que la peur ou la honte s'alluma dans la poitrine de Gaspard. C'était un fantôme d'un genre différent. Le fantôme du garçon qui avait un jour promis à sa meilleure amie qu'il conquérait le monde. Il regarda Rose, la regarda vraiment, et ne vit pas une victime ou une serveuse, mais une alliée, une partenaire. Il tendit lentement la main et ramassa la demi-pièce. Son bord dentelé semblait tranchant et réel contre sa paume. « D'accord, Clos, » dit-il, sa voix enfin stable. « Quel est le plan ?» Le salon Merlot de l'apogée se transforma d'une chambre de confession en une salle de guerre. L'opulence des lieux, les vins millésimés, l'acajou poli, formaient une toile de fond crue et ironique pour la stratégie brutale qu'ils étaient en train de formuler. Les rôles étaient désormais irrévocablement inversés. Gaspard, le maître de l'univers entrepreneurial, était devenu l'élève, écoutant attentivement. Rose, qui quelques heures plus tôt lui servait du vin, était maintenant la stratège, puisant dans une vie passée à observer le monde d'en bas. « Nous ne pouvons pas le combattre sur son nouveau terrain », commença Rose, sa voix basse et intense. « Dans le monde des contrats et des conseils d'administration, il a déjà gagné. Il a tendu un piège et chacun de tes mouvements ne fera que t'emmêler davantage. Tes avocats, tes chargés de relations publiques, ils ne peuvent pas t'aider. Ils jouent aux échecs. Finn joue à un jeu différent. C'est un combattant de rue en costume. »« Alors, que faisons-nous » demanda Gaspard, arpentant de nouveau la pièce. Mais cette fois, son énergie était concentrée, pas frénétique. « Si j'essaie de l'exposer comme un voyou, cela ne fait que confirmer que j'ai des liens avec ce monde. Nakamura me laisse tomber. Si je ne fais rien, il m'étrangle lentement. C'est un piège parfait. »« Non, » rétorqua Rose, les yeux vifs. « Ce n'est pas parfait. Sa force est aussi sa faiblesse. Il prétend être quelque chose qu'il n'est pas. C'est un prédateur qui a enfilé une toison de mouton. Nous n'attaquons pas le prédateur. Nous arrachons la toison devant tout le monde. » Elle se pencha en avant. « Tu ne peux pas être celui qui le fait. Cela doit venir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un à qui il fait du mal maintenant. Son nouveau modèle économique. Ce groupe de développement Val sombre, tu l'as dit toi-même, c'est de la prédation. Il force les gens à quitter leur domicile. Je te garantis qu'il y a des dizaines de familles, des versions modernes de mon propre père, qu'il terrorise en ce moment même. Ce sont ces personnes dont nous avons besoin. » Une lumière s'alluma dans l'esprit de Gaspard. Il cessa d'arpenter la pièce. « Ma fondation. La fondation Crépin.
Nous faisons du travail juridique pro bono, des subventions de développement urbain. Exactement, affirma Rose. Tu ne t'attaques pas à François Moretti, le fantôme de ton passé. Toi, Gaspard Crépin, le philanthrope, tu lances une initiative majeure pour lutter contre les pratiques immobilières prédatrices dans les banlieues défavorisées de Paris. Tu offres une représentation juridique gratuite à toute personne subissant des pressions de la part des promoteurs. Tu deviens le champion des personnes même qui l'exploitent. Gaspard vit immédiatement le génie de cette idée. C'était une manœuvre de flanc. Il n'attaquerait pas Fine directement, mais il démantèlerait systématiquement son entreprise de fond en comble, tout cela sous le couvert irréprochable de la charité. Mon équipe peut mettre ça en place en quelques jours, dit Gaspard, une étincelle de son ancienne assurance revenant. Il sortit son téléphone. J'ai les meilleurs enquêteurs que l'argent puisse acheter. Nous trouverons chaque famille que Fine a menacée, chaque avis d'expulsion illégale, chaque once de pression qu'il a utilisé. Nous l'ensevelirons sous les procès. Et je trouverai le témoin principal, dit Rose. Je connais encore des gens dans l'ancien quartier, des gens qui parlent. Je peux trouver la personne, la famille avec l'histoire la plus convaincante, celle que Fine a sous-estimée. Il ne s'y attendra pas de ma part. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table. Un nouveau partenariat était forgé dans le feu de l'ancien. Les 72 heures suivantes furent un tourbillon de chaos contrôlé. Gaspard était une force de la nature déchaînée. Il mobilisa sa fondation, réorientant des millions de financements. Son équipe juridique, dirigée par Maître Laurent, désormais pleinement informée et profondément impressionnée, travailla sans relâche pour mettre en place un groupe de travail public. Ses enquêteurs privés, une équipe d'anciens agents de la DGSE et du Mossad, se jetèrent sur les registres publics du groupe de développement Valsombre comme des loups. Pendant ce temps, Rose retourna au seul endroit où Gaspard ne pouvait jamais aller, le Valsombre. C'était toujours gris, mais maintenant le gris était ponctué des signes criards de la gentrification. Des bannières « résidences de luxe » pendaient d'immeubles qui abritaient autrefois des familles qu'elle connaissait. Elle renoua avec d'anciennes connaissances, leur parlant non pas comme une serveuse d'un restaurant chic, mais comme l'une des leurs. En tant que fille de Patrick Muller. Elle trouva sa cible dans un appartement sans ascenseur au 3e étage d'un immeuble voué à la démolition. Une femme âgée nommée Madame Rodriguez, qui y vivait depuis 50 ans. L'entreprise de Fine avait racheté l'immeuble et utilisait toutes les salles russes possibles pour la forcer à partir. Coupure de chauffage intermittente, refus de réparation, envoi de mise en demeure menaçante remplie de jargon déroutant. Mais Madame Rodriguez était une battante, et elle avait des preuves. Elle avait tenu un journal détaillé de chaque incident, de chaque menace. Elle avait même un enregistrement sur son vieux téléphone à clapet d'un des hommes de Fine lui disant que ce serait dommage s'il y avait un incendie. C'était la preuve irréfutable. Gaspard organisa la réunion, non pas dans son bureau étincelant, mais dans une salle de conférence neutre louée pour l'occasion. D'un côté de la table était assis François Moretti, flanqué de 2 avocats coûteux. Il entra avec un air de confiance suffisante, croyant manifestement que c'était la réunion où Gaspard Crépin capitulerait et lui offrirait une fortune pour se taire. De l'autre côté était assis Gaspard avec Maître Laurent, et à côté de Gaspard, Rose Muller. Les yeux de Fine s'écarquillèrent presque imperceptiblement quand il la vit. L'arrogance sur son visage vacilla, remplacée par une confusion momentanée, comme un prédateur voyant 2 proies différentes collaborer soudainement. Crépin, commença Fine, sa voix un ronronnement rauque. Content que nous puissions enfin nous rencontrer face à face. Je pense que vous découvrirez que nous avons beaucoup d'intérêts mutuels à discuter. Je ne pense pas, Fine, dit Gaspard, sa voix calme et froide. Il n'y aura pas de discussion. Il n'y aura pas d'accord. Il n'y aura pas de chantage. Fine rit, un son court et laid. De belles paroles. Mais j'ai une histoire que le monde adorerait entendre. Une histoire que Nakamura Corp trouverait particulièrement fascinante. Sur un garçon qui s'est enfui pendant que la famille de son ami était détruite. Et j'ai une histoire aussi, répliqua Gaspard. C'est l'histoire d'une nouvelle initiative philanthropique que ma fondation lance. Nous l'appelons le programme « Le bouclier des locataires ». Nous fournissons une défense juridique pro bono d'élite aux résidents des banlieues en développement qui sont harcelés par des sociétés immobilières prédatrices. En fait, notre première cliente est une charmante dame nommée Madame Rodriguez. Peut-être avez-vous entendu parler d'elle. La couleur quitta le visage de Fine. Il regarda ses avocats, qui semblèrent soudain très nerveux. Et c'est drôle, continua Gaspard en se penchant en avant. Mes enquêteurs, qui sont très bons dans leur travail, ont examiné le groupe de développement Valsombre. Ils ont trouvé un schéma fascinant de violation du code de sécurité incendie,
d'irrégularités fiscales et de dons de campagne à des inspecteurs municipaux qui semblent très discutables. En fait, je pense que le bureau du procureur de la République trouvera cela fascinant aussi. » Finn était sans voix. Il était déjoué à chaque tournant. « Mais tout ça, ce sont des affaires, » dit Rose, parlant pour la première fois. Sa voix était calme, mais elle trancha la tension comme un couteau. « Je suis ici pour quelque chose de plus personnel, Finn. » Elle le regarda droit dans les yeux, son regard inébranlable. « Je me souviens de vous. Je me souviens de ce que vous avez fait à mon père. Madame Rodriguez se souvient de ce que vous lui faites. Vous construisez votre vie sur la peur des gens bien. Mais vous avez fait une erreur. Vous pensiez que nous avions tous encore peur. Vous pensiez qu'il, elle fit un signe de tête vers Gaspard, était toujours ce petit garçon effrayé. Vous aviez tort. » Le sang-froid de Finn se brisa enfin. « Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Vous n'êtes personne. Vous êtes une serveuse, » cracha-t-il, sa vraie nature laide perçant à travers le vernis coûteux. « Elle n'est pas personne, » dit Gaspard, sa voix résonnant de conviction. « Elle est la directrice exécutive du programme, le bouclier des locataires. Et son premier acte sera de tenir une conférence de presse demain matin avec Madame Rodriguez et 20 autres familles que vous avez essayé de victimiser, annonçant un recours collectif contre vous et le groupe de développement Val-Sombre. » Il se leva, la réunion étant clairement terminée. « Mon accord avec Nakamura se portera très bien. J'ai appelé M. Saito ce matin et je lui ai tout dit. Toute l'histoire. Sur le Val-Sombre, sur ma lâcheté et sur vous. Je lui ai dit comment mon passé était revenu et comment je choisissais de l'affronter, non pas en payant pour le silence, mais en utilisant mes ressources pour protéger les gens de prédateurs comme vous. »« Vous bluffez, » gronda Finn, bien que ses yeux trahissent sa panique. « Vraiment ?» répondit Gaspard avec un sourire froid. Monsieur Saito a été impressionné. Il a dit « Un homme qui a le courage de réparer les torts de son passé est un homme en qui il peut avoir confiance. L'accord est finalisé la semaine prochaine. Votre moyen de pression a disparu. Votre entreprise est sur le point d'être ensevelie sous les litiges. Vous n'avez rien. » Il regarda François Moretti, le croque-mitaine de son enfance, et pour la première fois, il ne ressentit aucune peur. Il ressentit juste de la pitié. Finn était toujours le même homme petit et pathétique, s'attaquant aux faibles dans une tentative désespérée de se sentir puissant. « C'est fini, Finn, » dit Gaspard. Il se tourna vers Rose. « Allons-y. Nous avons une conférence de presse à préparer. » Ils sortirent de la pièce, laissant François Moretti assis à la table, un homme ruiné, son empire de la peur s'effondrant autour de lui. Quelques jours plus tard, Gaspard se tenait dans son bureau Pentouze surplombant Paris. L'accord avec Nakamura avait été signé. L'histoire du programme, le bouclier des locataires, était en première page du Monde. François Moretti faisait l'objet d'une enquête. Rose vint se tenir à côté de lui, regardant la ville. « Quelle vue !» dit-elle doucement. En effet, acquiesça Gaspard. Il plongea la main dans sa poche et sortit sa moitié de la pièce du roi. Elle était propre maintenant, polie jusqu'à un éclat mat, je me trompais sur ce que cela signifiait. Rose sortit sa moitié. « Que veux-tu dire ? » « Je pensais que c'était pour s'échapper, » dit-il. « Pour devenir assez riche et puissant pour laisser le passé derrière soi. Mais ce n'est pas ça. C'est pour se souvenir. C'est pour être assez fort non pas pour fuir, mais pour se retourner et se battre pour les gens que l'on a laissés derrière. » Il tendit sa moitié. Elle tendit la sienne. Pendant un instant, les deux morceaux de métal dentelés flottèrent dans l'air entre eux, sans se toucher, deux moitiés d'une seule histoire. Une histoire d'un garçon effrayé, d'une amie oubliée, et du long et difficile chemin pour redevenir un roi digne de sa couronne. Ils n'avaient pas besoin de joindre la pièce. Ils étaient déjà entiers. Ainsi, un moment d'humiliation publique devint le catalyseur d'une profonde rédemption. Gaspard Crépin apprit que le vrai pouvoir ne se mesure pas en milliards d'euros ou en vue depuis des gratte-ciel, mais dans le courage d'affronter ses propres fantômes et l'intégrité de réparer ses torts. Rose Muller, la serveuse qui devait être invisible, trouva sa voie et prouva qu'une seule personne armée de la vérité peut être plus puissante que n'importe quel magnate. Leur histoire n'est pas seulement celle d'un milliardaire et d'une serveuse. C'est un rappel que notre passé ne nous quitte jamais vraiment, mais qu'il n'a pas à nous définir. Il peut être la source de notre plus grande force. Nous avons tous un Val-Sombre dans notre histoire, un moment dont nous ne sommes pas fiers. La question est, que faisons-nous quand il revient nous hanter ? Si cette histoire de courage, de rédemption et des liens indéfectibles de l'amitié vous a ému, s'il vous plaît, donnez un « j'aime » à cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires de vie réelle qui comptent. Et nous voulons avoir votre avis. Que auriez-vous fait à la place de Rose ?
Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé.